Le groupe d'appui, oui, pour expliquer d'où ça vient, il faut peut-être revenir à le contexte. Un premier plan d'action en santé mentale, le plan d'action pour transformation des services en santé mentale. Donc, c'était une première qui était adoptée en novembre 1989, 99, parce que là, après, c'est 2000, hein, donc excusez-moi dans mes dates. Et donc, à l'époque, c'était Pauline Marois qui était ministre de la Santé. Puis, au lieu d'attendre à la fin, donc jusqu'en 2003, le plan d'action, mais au lieu d'attendre à 2003 pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui était bien intégré, où il y avait des obstacles, qu'est-ce qu'il y avait des différences entre les régions, des écarts, pas juste en termes de budget, mais aussi en termes de les ressources qui devraient être dans la communauté, etc. Puis au lieu d'attendre en 2003, c'était de faire une tournée dans les régions, puis un bilan à mi-chemin, pour voir déjà avant la fin. Donc, elle avait mis sur pied un groupe d'appui qui était comme un peu une arche de Noé, on dirait, parce qu'il y avait 2 personnes des CLSC, il y avait du monde des hôpitaux, il y avait des gestionnaires des régies régionales, il y avait des TS, il y avait des mondes, justement, des groupes communautaires en santé mentale. Et c'est ça, donc une vingtaine de personnes de différentes horizons, donc c'était assez intéressante comme groupe. Et donc, ce groupe-là avait le rôle d'élaborer d'abord, dans une première temps, une tournée dans toutes les régions, de concert avec les régies régionales. Donc, là, l'idée, c'était, le principe directeur, il y avait une seule, hein, c'était à l'époque où c'était plus simple, les plans d'action, il n'y avait pas 5 ou 6 principes directeurs, il y avait une seule, c'était l'appropriation du pouvoir individuel et collectif. Donc, on voulait dire tout ce qui est santé mentale dans la communauté devrait appuyer les personnes dans leur citoyenneté et leur s'assurer une vie dans la communauté. Donc, ça veut dire que tout ça, ça devrait mener à un plus grand pouvoir sur leur vie individuelle, mais aussi collectivement de pouvoir contribuer à des avancées en termes de les services, mais aussi leur statut comme citoyenne et citoyen, et de lutter les préjugés et stigmas. Donc, peut-être on devrait avoir une personne usagée, personne utilisatrice des services, une personne directement concernée qui fait partie de ce groupe-là. Alors, il y a des fonctionnaires du ministère qui ont contacté l'AGID, c'est l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, pour dire « Trouvez-nous un usager, hein? Trouvez-nous un usager ». Alors, ça a circulé dans tous les groupes de défense des droits. Trouvez-nous un usager, il y a une opportunité, c'est important, c'est un premier plan d'action, il faut qu'on trouve quelqu'un qui pourrait participer à titre de personne directement concernée. Donc, finalement, moi, j'étais très impliquée à cette époque-là dans le groupe Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal. Et c'est comme ça, j'ai su qu'il y avait cette demande-là. Puis, donc, Denise, est-ce que ça t'intéresserait? Puis, j'ai dit, bon, c'est les ligues majeures. Toute seule, non. Est-ce que si le ministère accepterait qu'on soit plusieurs, minimalement 2, peut-être je me lancerais dans ce défi-là. Puis, je ne savais pas qu'il y avait aussi une autre personne, Francine Dorion, de plein droit de la Naudière, qui avait exactement la même attitude, qui disent, ben non, il ne faut pas qu'on soit juste une seule personne parmi plein de professionnels. Comment on pourrait avoir une place, puis formuler, puis c'est ça. Donc, finalement, ils ont accepté nous 2. On a formé un petit duo, puis une des premières choses qu'on voulait s'assurer, c'est que non, on ne représente pas tout le Québec. Il ne faut pas que nous, toutes seules comme individus, c'est impossible. On n'est pas représentatif. Donc, ça veut dire qu'il faut inclure les possibilités de consultation. Nous, on peut aller voir nos pairs, nos consorts et nos confrères, puis de parler à leur nom, ça veut dire ça. On ne peut pas le faire tout ça. Donc, bref, c'est un peu de cette manière-là que je me suis impliquée. Et c'était ça derrière l'idée de le groupe d'appui, c'était vraiment d'appuyer cette démarche-là, puis d'aller dans les régions
pour voir qu'est-ce qui se passait. Et d'entendre, là, tu sais, le plus de acteurs et de personnes concernées, des professionnels, des syndicats, des groupes communautaires, des personnes aussi, des familles et des membres de l'entourage, leur perception de la réalité. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui manque? Parce qu'il y avait des régions où, effectivement, on était très, très, très loin d'avoir l'ensemble des services pour soutenir les personnes dans une vie dans la communauté. Donc, c'est ça. Donc, il y avait d'autres mandats par la suite, après. Je peux en parler peut-être tantôt, mais c'est lors de les tournées que j'ai eu un premier contact avec... je pense pas à l'époque que le collectif portait le nom, le collectif, mais peu après, je pense. Et je connaissais quelques membres, plus par mon implication dans le groupe des défenses des droits, mais en termes de démarche dans la région de l'île Laurentides, c'était l'opportunité. Donc ça, c'était première semaine de février 2000. Et il y a la moitié du groupe d'appui qui a embarqué dans un petit avion, 8 places, pour faire finalement la région d'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on était, je ne sais pas si c'était le 2 ou 3 février, à Rouyn-Noranda. On a rencontré la régie régionale, on a rencontré les groupes de toutes sortes, des personnes. C'est ça que moi, j'ai animé une rencontre. Je fais une petite digression, parce qu'on ne connaissait pas... on a embarqué dans quelque chose, on ne connaissait pas tout ce monde-là. On ne savait pas si c'était des alliés ou non. Puis c'est nous-mêmes qui ont dit, il ne faut pas oublier les personnes, parce que l'organisation des tournées, on avait une lettre pour les régies régionales. La régie régionale, regarde, on vient chez vous. Pourriez-vous inviter tous les groupes, toutes les associations, tous les acteurs concernés à une rencontre, on veut les entendre. On veut entendre le plus de points de vue que possible. Et on dit, oublie pas les personnes. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a ajouté une rencontre privilégiée avec les personnes directement concernées. Puis ça a permis aussi à des groupes, parce qu'il y avait une représentante de FAPAM, donc les familles et les groupes des familles, des proches. Donc, ça a permis aussi de rajouter une rencontre privilégiée pour entendre leur perspective. Donc, puis c'était avec du monde qu'on ne connaissait pas encore. Tu pars en voyage organisé. C'était assez spécial. Donc, moi, j'ai dit, on va animer les rencontres avec les personnes. Donc, comme je dis, c'était comme... Je ne sais pas si je peux faire confiance aux autres, mais moi, là, oui, OK, c'est correct. Puis personne ne me connaissait non plus. Là, puis, bon, bref, c'est ça. Mais c'était ma façon de dire gardienne de la liberté de la parole, le respect. Puis, finalement, il y avait des alliés. On a découvert en cours de route, là, les alliés. Puis ça, c'était sympathique. Mais bref, Rouyn-Noranda, la journée, on prend une souper, on reprend l'avion, puis on arrive à Saint-Jérôme. C'est ça. Donc, le lendemain. Donc, c'est ça. Encore une journée avec le régie régional. Puis là, il y avait la rencontre de ce qui serait le collectif, finalement, les participants. Puis ils ont présenté, ces personnes-là, elles ont présenté tout un travail de consultation qui a été fait dans la région de l'île Laurentides. Je pense que la démarche, c'était dans le cadre d'une Paris. C'est ça. Donc, il y avait la mise en contexte d'où ça venait. Donc, c'était vraiment très clair. Voici une parole collective. C'était pas 10 ou 15 individus qui étaient là juste pour parler de leur propre expérience, mais non, on est là avec le fruit de ce travail-là. On a une consultation avec une parole collective, c'est ça. Donc, c'était vraiment impressionnant parce que le monde était extrêmement préparé. Les propos étaient très clairs et très percutants. Et j'ai vu, c'était donc la deuxième journée de la tournée, et j'ai vu les visages, j'ai vu, comment dire, une reconnaissance et une surprise. Parce que je pense qu'il y avait aussi un certain effet de surprise de dire, mon Dieu,
c'est fort. C'était ça un peu les feedbacks que j'ai eus des membres du groupe d'appui qui étaient présents dans la rencontre. C'était à quel point c'était fort, à quel point c'était touchant. Donc déjà là, je trouvais que ça démarrait bien, puis ça donnait, je pense, vraiment une proie importante à le sens d'inclure les personnes directement concernées, puis elles sont capables de vraiment véhiculer les préoccupations qui sont communes, puis sont capables d'amener ça, puis c'est un apport tellement précieux. Seules ces personnes-là peuvent l'apporter, cette perspective-là. Et ça a beaucoup marqué les membres du groupe d'appui. Au point, quand on a fait notre bilan en 2003, avec le changement de gouvernement, puis la fin subite de notre mandat, c'est une des choses qui était nommée, c'était le plus important partie de notre travail, c'était de les tourner. Et d'avoir inclus des rencontres privilégiées avec les personnes. C'était marquant, puis ça donnait tout un sens à la suite des travaux qui étaient issus de les tournées. Et puis là, je sais que je suis en train de parler sans arrêt, je vais prendre une petite pause, excuse-moi. Je peux revenir à la question de le collectif dans les Laurentides, mais peut-être juste terminer l'aspect tournée, parce que Abitibi-Témiscamingue, les Laurentides, ensuite on est allé dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, on était à Jonquière, puis on a terminé après ça une journée Baie-Comeau, donc Côte-du-Nord, Côte-Nord. Et après ça, on est retourné à Montréal pour une réunion de travail, c'était tout quelque chose, puis c'est ça. Puis après ça, ben c'était plus espacé. Donc ces régions-là, là, il y avait peut-être 2 semaines à préparer, peut-être pas plus que 2 semaines, 3 semaines. Il était dans les premières régions. Ça aussi, c'était vraiment impressionnant quand même. Et ça démarque, je pense, ça démontre, plutôt, je vais dire, démontre le genre de soutien, le genre de dynamique dans le communautaire, le rôle des groupes de défense des droits en soutien. Il était capable, effectivement, de assez rapidement soutenir les personnes qui étaient dans les rencontres, les aider à préparer, donc avec peu de temps. Et c'était vraiment, vraiment bien fait, puis ça a eu un impact. Les dernières régions, c'était Montréal et Québec, qui avaient 2 ou 3 mois, je pense, pour préparer. Et donc, par le temps qu'on arrivait dans la région de Québec, qui était la dernière région, le monde avait beaucoup de temps de préparer, puis il y avait du monde qui disait un forum national, ben nous, on n'est pas invités, est-ce que ça se peut qu'on soit invités? Donc, c'est un peu aussi cette dynamique, là, je pense, de les rencontrer dans les régions des personnes directement concernées, dans leurs associations, que ce soit des groupes de défense des droits, des groupes d'entraide, un genre de dynamique de soutien en termes de dire oui, ça se peut que des choses changent, ça se peut que notre parole compte collectivement pour quelque chose. Et je pense dans certaines régions où il n'y avait pas nécessairement une mobilisation régionale, ça a comme fait un peu un genre de... je cherche le mot, mais une petite flamme pour encourager. Donc, il y a des mobilisations qui ont mené à des associations régionales ou des concertations régionales qui n'existaient pas avant la visite du groupe d'appui. Donc, je pense aussi que c'était intéressant. Mais il faut dire aussi que c'est dans des régions où il y avait déjà une belle dynamique de solidarité entre les groupes. Et ça, je pense, le collectif a pu bénéficier, je pense, de cette solidarité-là, puis ce soutien-là. Mais ce que moi, là, ça m'a impressionné de cette démarche-là, c'est le fait de ne pas avoir laissé tomber
même si à l'époque, la régie régionale, dans l'invitation pour les, tu sais, c'était Diane Allaire puis Pierre Fossé, je ne me trompe pas, qui étaient des représentants pour justement toute une mobilisation de consultation dans la région pour une étape, puis les autres étapes. Non, merci beaucoup, merci pour votre contribution, mais on va continuer notre chemin, puis sans les personnes concernées. Donc, je pense qu'il y avait de la déception, mais le monde ne se sont pas lâchés. Dit, mais non, on va continuer autour de les choses de cette consultation-là et on continue. Donc ça a permis le fait, justement, de ne pas avoir lâché. Bien, le collectif, qui n'avait pas encore le nom, le collectif, était tout prêt là, pour présenter ce contenu-là au groupe d'appui. Donc en tout cas, c'était un moment très fort dans le début de ce travail-là. Puis, je pense que ça a sensibilisé le monde qui n'était pas encore allié, là, mais c'est ça que ça nous a aidé aussi à découvrir qui étaient des alliés dans le groupe d'appui. Puis, il y en avait du monde très sensibilisé qui est en cours de route à apporter soutien à différents projets. Là. Donc, l'objectif de cette tournée-là, c'était effectivement d'avoir un portrait de les écarts entre les régions, d'avoir un portrait de l'état des choses en termes des services, en termes de la gamme des services qui était censée, toute la diversité des différents types de services qui devraient être en communauté. Donc, vraiment un bon portrait dans toutes les régions. Voir aussi les ressources, parce qu'il y avait des écarts entre les ressources, les budgets, les ressources financières. Et tout ça était pour alimenter finalement la ministre, Pauline Marois à l'époque, et toute une démarche, par la suite, de dire, OK, il faut arriver à des actions concrètes à prioriser pour que ça avance, pour qu'on règle des problèmes. Donc, toute cette tournée-là alimentait justement le forum national qui a eu lieu en septembre 2000. Donc, dans la même année, 3, 4, 5 mois après le fin, parce que c'était avril qu'on a terminé les tournées. En septembre, à Trois-Rivières, c'était le Forum national. Donc, normalement, le Forum national, c'est la ministre ou le ministre et les grands partenaires nationaux, comme l'Association des hôpitaux du Québec. Il y a des associations des médecins psychiatres. Il y a toutes sortes d'associations nationales. Il y avait le regroupement des ressources alternatives du Québec qui était invité. Il y avait l'AGID, donc l'Association des groupes de défense des droits. Mais c'est ça, principalement, c'est les grands acteurs nationaux échanger avec le ministre. Puis donc, dans un premier temps, avant le forum, il y avait des présentations par le groupe d'appui sur le portrait de la situation pour alimenter la ministre. Puis tout ça. Donc, comme je disais, Québec a pu profiter d'avoir beaucoup de temps de préparation, mais les personnes directement concernées ont dit on aimerait ça participer à cette forum-là. Comment on peut s'organiser? Donc, il y avait Francine Dorion et moi qui étaient comme un peu les porte-parole. On a amené ça. C'est-à-dire, il y a une demande formelle de participer au forum. La première réaction, c'est mais non, il y a eu des tournées du groupe d'appui, on a entendu le monde, puis c'est pas conçu comme ça, un forum national. Donc, finalement, on est revenu à la charge, puis il y a eu une négociation, puis avec quelques fonctionnaires quand même qui étaient très aidants aussi pour négocier. Donc, finalement, c'est dit, OK, on va accepter ça, mais comment ça va s'organiser? Donc, c'est là que finalement... il y avait, je pense, le regroupement des ressources alternatives, il y avait l'AGID, il y avait aussi le regroupement l'Aire des centres de femmes, qui était en appui pour le budget, pour la logistique. Et on a organisé finalement à cette initiative, c'était une première, mais ils ont dit, il faut préparer le monde, puis il faut que chacune des régions ait une rencontre pour... d'abord dire qu'est-ce qu'on amène au forum à partir des réalités qu'on a nommées déjà. Qui va aller? Il faut nommer des délégués, puis une rencontre de convergence, donc nationale, si on peut dire, à Montréal en préparation, pour dire, OK, toutes les régions ensemble, c'est qui les délégués?
qu'est-ce qu'on amène au forum collectivement, tu sais. Puis c'est ça, le travail que Francine Dorion et moi avons fait au préalable, c'était de préparer un genre de bilan à partir des rencontres, des personnes qu'on a entendues, les faits séants. Puis on dit, il faut qu'on diffuse ça, il faut qu'on retourne cette information-là vers les personnes et ça les aiderait à préparer. Donc, c'était un peu un genre de concertation qu'on a pu organiser et encore dans peu de temps, puis avec peu de moyens, mais quand même, c'était bien. Finalement, c'est ça, chacune des régions a délégué 2 personnes, puis finalement, Mme Marois a dit « Oh, 4 au forum, c'est correct, OK, on va accepter 4. » Donc, il fallait, en toutes les régions, de dire c'est qui les 4 personnes. Donc, il y a eu une élection de 4 personnes. Finalement, il y avait Marie Métivier de Bas-du-Fleuve qui était un des 4. Il y avait Claude Lagu, je crois, de la région de Québec. Il y avait Jean-Nicolas Ouellet de Camé, donc de Montréal. Et son nom, ça m'échappe, c'est un jeune homme de Centre du Québec, Mauricie. Bref, c'est ça, les 4. Et quand elle a su toute la démarche de préparation, elle a décidé de faire des rencontres privilégiées avant le forum. Donc, finalement, tous les délégués de toutes les régions avaient une place. 4 au forum, mais tous les autres étaient invités à être entendus par Mme Monroy lors d'une rencontre privilégiée. Donc, elle a décidé de rajouter ça à ça, puis aussi pour les familles et des membres de l'entourage, la même chose, une rencontre privilégiée avant le forum, de les entendre. Donc, ça, c'était inédit. C'est la première fois qu'on ouvre un espace comme ça à des personnes qui sont directement concernées, puis d'être d'accord, puis d'aménager un espace, c'est ça. Donc, juste une petite anecdote, ça c'est ma petite pointe de fierté, je pense, ma petite note de fierté, parce que j'ai pas parlé pendant le forum. Je pense que j'étais tellement brûlée. Je disais non, il y a 4 personnes déléguées, il faut comme trouver une façon de les soutenir, les encourager. Et je suis arrivée de bonne heure et il y avait la grande table, puis il était en train de placer les noms, le monde qui travaillait là à cette place-là, une grande salle de conférence, de réunion. Il commençait à placer les noms sur donc tout le monde avait leur place désignée. Et tout à coup, j'ai aperçu le nom d'une psychiatre, puis ensuite Marie de Métivier, qui était une des personnes déléguées. Ensuite, quelqu'un des hôpitaux. C'était vraiment... donc, les 4 personnes étaient un peu dispersées partout dans ça. J'ai dit, oh mon Dieu, non, ça se peut pas, c'est pas des conditions. Donc, je suis allée voir une des personnes responsables du groupe d'appui qui était présente, Lucie. Encore un problème avec les noms, excuse-moi. Lucie. Je dis, Lucie, j'ai remarqué ça. Les 4 personnes sont un peu dispersées. Oui, on veut pas qu'il y ait des blocs, tu sais, on veut pas que les psychiatres soient ensemble, les hôpitaux. On veut comme vraiment faire ça plus dispersé pour qu'il n'y ait pas des gens de... J'ai dit, oui, mais les personnes toutes seules, je pense, ça risque d'être intimidant. Ça risque de leur nuire dans ce qu'ils puissent... Tu sais, bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les mettre ensemble? Tu sais, elle dit, « Oh, j'ai pas pensé à ça. Oui, sûrement, on va... » Puis, au bout de la table, il y avait 4 places pour le groupe d'appui. Puis c'était directement en face de Mme Baron. Donc, j'ai accroché le monde dans le groupe d'appui. J'ai dit, est-ce que vous serez à l'aise de se déplacer ailleurs puis laisser ces 4 places-là pour les délégués? Ah oui. Donc, finalement, ça, j'ai organisé ça. J'étais très contente. Donc, tous les cas étaient ensemble, puis ça permettait entre eux, là, parce que c'est pas évident, à un moment donné, ça partit bien raide, les ressources médicaux dans les régions, nanana. C'était comme vraiment pas sur un niveau de dire comment les personnes vont intervenir, là. Donc, bref, c'est ça. Puis je dis, ben,
regarde, interviens, même si vous êtes hors d'ordre. Excusez-moi, peut-être je suis hors d'ordre, mais non, attends pas. Donc, c'est ça, c'est le monde pouvait s'encourager. Puis le monsieur qui avait le job de placer les noms, ça faisait peut-être 45 minutes que le forum avait déjà commencé. Il était toujours en train de replacer les noms. Et je l'ai remercié après, puis il dit « Oui, c'est correct, ça me fait plaisir, mais que personne bouge après. » Mais c'est ça c'était un moment où j'ai dit « Oui, c'est ça, il me semble que les conditions dispersées dans un sens, ça se peut pas. » Puis tu vois encore des alliés. Il y a des alliés dans le groupe d'appui qui comprenaient tout à fait le sens, puis moi je suis contente que je suis arrivée de bonne heure pour constater que malgré les bonnes intentions, c'était vraiment pas propice à ça. Donc, c'est là aussi que lors de cette forum-là, les revendications qu'on avait déjà entendues dans les régions en termes de avoir accès à la gestion autonome de médication, des ressources de soutien, d'information, c'était pas présent dans toutes les régions. Le monde dit comment ça, tu sais, s'il y a quelque chose de primordial, c'est d'avoir plus de pouvoir sur des choix à faire avec la médication. Donc, ça, c'était amené des besoins en termes de logement, des besoins en termes de... Il y avait des régions qui n'avaient pas de centre de crise, puis pourtant, il y avait des consensus très forts dans une région, puis ça prenait des fois très longtemps avant de se doter des ressources nécessaires. Donc, bref. Puis, des constats comme on est très loin d'un contexte qui est soutien des personnes individuellement puis collectivement dans plus de contrôle et de pouvoir sur leur vie. Donc ça, il faut que ça change. Il faut entendre cette voix-là dans toutes les régions. Qu'est-ce qu'il y a comme structure régionale? Est-ce qu'il y a une table de concertation? Est-ce qu'il y a une table de direction? Comment ça se fait que ces voix-là des personnes directement concernées n'est pas entendues? Parce qu'on dit collectivement, il y a un mot à dire sur la planification, l'organisation, la mise en œuvre, même l'évaluation des services, s'ils sont absentes. Donc, chacune des régions devrait se doter d'une structure, puis minimum 2 personnes comme représentants, et des conditions nécessaires. Donc, les régies régionales avaient un rôle aussi de s'assurer des moyens, différentes conditions, pour soutenir la participation collective des personnes dans toutes les régions. Donc, ça aussi, c'était amené par les 4 représentants. Il y avait aussi de dire l'appropriation du pouvoir individuel et collectif, c'est le principe directeur. Tout devrait mener à ça. Pourtant, il y a du monde qui dit, mais de quoi on parle? C'est peut-être une intention. On est très loin des moyens concrets. Donc, c'est là aussi, suite à les tournées, c'était l'idée de, bien, pourquoi pas un guide à partir du point de vue des personnes directement concernées qui nomment de différentes façons, de différents volets, c'est quoi au juste l'appropriation du pouvoir pour nous. Donc, ça, c'était inédit aussi, de dire d'habitude, c'est les fonctionnaires du ministère qui ont le bagage universitaire, qui sont là pour écrire les documents. Donc, un document endossé par le ministère soit écrit par les simples personnes. Ça aussi, c'était vraiment pas quelque chose de régulier. Donc, il fallait vendre le projet, il fallait construire le projet, il fallait le défendre, puis convaincre qu'on était capable, si on avait des ressources, on était capable de mener ce projet-là. Puis encore une fois, c'est un projet collectif, donc dans ce projet-là, il faut une consultation dans les différentes régions sur cet enjeu-là, puis de permettre une contribution. Donc finalement, de nouveau, on a organisé un genre de démarche de consultation dans les régions. Des fois, c'était des individus qui avaient comme un document qui pouvaient écrire une contribution par rapport à toutes les différentes questions, les volets, ce qu'on voulait couvrir pour le guide. Dans plusieurs régions, il y a des rencontres des rencontres de groupes
avec plusieurs personnes, puis des échanges. Donc, on avait des comptes rendus d'ateliers. En tout, je pense qu'on avait au moins 70 personnes qui ont contribué à ce guide-là. Puis, c'est ça. Donc, en cours de route, il y avait des moments où notre mandat, comme on s'est nommé le comité pilotage du guide, comme une façon de nommer, c'est nous qui pilote, puis on est reconnu dans notre expertise, puis on a pas juste notre expertise expérientielle, mais aussi on a des expériences qui nous permettent de mener cette démarche-là, puis s'organiser. On a eu le soutien d'Action Autonomie pour gérer un petit budget, mais c'était un travail de presque 4 ans, je pense, en tout. On prenait notre temps, on ne voulait pas échapper des choses, puis on s'est dit non, c'est trop important. Et en cours de route, on dit il faut que ce guide-là ne soit pas comme un livre de recettes, que ça donne lieu à l'inverse, c'est-à-dire ça n'aide pas les personnes, mais comme on dit, ah, OK, appropriation du pouvoir égale ça, donc on va évaluer les personnes en termes de comment aujourd'hui ils sont dans ça, puis il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui sabote finalement. Puis il faut que ça soit d'abord et avant tout un guide qui dise voici, selon nous, c'est quoi l'appropriation du pouvoir dans tous ces volets. Est-ce qu'on peut avoir un dialogue, une conversation autour de ça? Et d'interpeller les intervenants, interpeller les gestionnaires à partir de ça. Pas de faire un livre de recettes ou dire c'est quoi, OK, il faut ci, il faut ça, avec les directions. Non, on dit il faut établir un dialogue et dire ce guide-là devrait aider à soutenir ce dialogue-là en faisant dire voici qu'est-ce que nous, on a à dire sur ça. Voilà. Est-ce qu'on peut continuer la conversation, le dialogue là-dessus? Donc, c'est ça. Bref, il y a eu un changement de gouvernement, donc il y a eu 4 ministres de la Santé pendant toute cette démarche-là. Un changement de gouvernement, puis on a aboli, sans prévenir les membres du Comité santé mentale du Québec, qui était un lieu, un genre de lieu de recherche et de réflexion très progressiste, qui a été mis sur pied par le ministère, mais comme on dit, un peu avec une distance, donc avec une autonomie. Après, je ne sais pas si c'était une vingtaine d'années que ça était en existence, donc c'était un groupe qui faisait la recherche, qui faisait finalement avancer une vision très progressiste en santé mentale au Québec. C'était précieux. Puis, changement de gouvernement, ben là, on abolit ça. Et donc, les membres du Comité santé mentale du Québec, c'est pas la même chose que le groupe d'appui, mais il y avait des échanges entre les deux groupes, a appris par la radio, par les annonces dans les médias que ça n'existait plus. C'est comme ça que le monde... Donc, c'était vraiment un contexte-là. Puis, c'était, ben non, on n'a pas écrit ça. Donc, l'engagement que le ministère avait pris par rapport à cette démarche-là avec le guide, c'est d'abord produire les guides, le diffuser, et de s'en servir pour faire des formations, puis d'inclure des volets de formation sur l'appropriation du pouvoir dans l'ensemble des formations en santé mentale. C'était quand même assez ambitieux. Bref, il y avait plein d'issues intéressantes, puis très concrets, de dépasser le discours, puis aller vraiment dans les actions concrètes, puis tout ça, c'était remis en question. Avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, tout le gouvernement a changé, les fonctionnaires ont resté les mêmes, mais c'était comme, ben, pourquoi on publierait un document? C'est pas nous, c'est pas le gouvernement qui l'a écrit. Non, ça se fait pas. Tout a tombé.
qui était mis en doute. On était prêts, on avait présenté au groupe d'appui, il y a eu une très forte approbation, une recommandation que le ministre et le ministère le publient, tout ça, puis là, changement de gouvernement. Donc, lors de différentes rencontres, je pense que c'était lors d'une rencontre avant l'Assemblée générale de l'Association des groupes en intervention de défense des droits en santé mentale du Québec, que le comité pilotage, on était invité à en parler de la démarche, où on était rendu, comment ça marchait, puis on annonçait finalement que l'issue est loin d'être certain, ça se peut même que ça soit tabletté. Et là, en tout cas, c'était très intéressant parce que le monde a dit non, 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 ça se peut pas, ça se peut pas. Alors, ça donnait lieu à un échange, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, tu sais, c'était le fun parce que c'était pas juste le comité de pilotage toute seule maintenant avec ce projet-là. Puis c'est Manon qui a dit oh, il faut absolument faire une campagne de lettres de remerciement du ministre pour avoir publié le guide. C'est gentil, c'est pas méchant. Puis s'il y a assez de monde, peut-être là, ça va changer des choses. J'ai dit, c'est génial. J'ai amené ça à d'autres membres du groupe comité pilotage. Est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Donc, on a organisé la petite campagne, donné le feu vert au guide. Puis, on a fait un petit texte de présentation. On a envoyé ça, on a distribué ça dans tous les milieux communautaires, les réseaux des femmes, santé mentale, les tables régionales des organismes communautaires, intersectoriels. En tout cas, bref, on a fait, tu sais, vive le courriel, là, c'était vraiment possible, le courriel. Et c'est ça, donnant les appuis, puis on expliquait, là, tu sais, envoyer une lettre de remerciement. Merci là, d'avoir sorti le guide sur l'appropriation du pouvoir. Puis, donc, je pense 2 semaines après que cette campagne était lancée, j'ai eu un téléphone de Madeleine Breton, qui était un des fonctionnaires qui a fini être allié, qui m'a téléphoné puis a dit « Bien, Denise, la courriel, là, ça marche. » On a reçu des courriels et des courriels d'appui. Finalement, on a négocié un budget pour publier, et distribuer, mais c'est pas le ministère. Le ministère l'endosserait pas, mais voici le budget. Ce ne serait pas 35 000 copies, 5 000 peut-être, en tout cas, et un petit budget pour la diffusion. Mais c'est ça. C'était des appuis par courriel, et on ne savait pas quelle réponse, mais c'était ça, on dit simplement, voici la demande d'appui, aidez-nous, puis il y a eu tellement dans deux premières semaines après la campagne, puis c'est ça, ça a eu un impact. Donc ça aussi, on faut jamais sous-estimer ces genres de initiative, même si ça a l'air farfelu, puis non, ça ne marchera pas. Il ne faut pas sous-estimer la solidarité, même du monde, probablement, qui ont reçu ça, puis qui ont répondu, puis on n'aura jamais su. On a eu parfois certains groupes qui ont dit « Oui, 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 on appuie, on a envoyé, on est fiers de ça, on est contente, là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. » que Bref, c'est ça. Donc, une belle histoire avec plein d'épreuves, mais au bout du compte, c'était une démarche en elle-même, toute une expérimentation de l'appropriation du pouvoir collectif, surtout, mais même des fois individuel. Des fois, tu sais, quand il y avait des choses qui dérapaient, puis remise en question de le mandat qui était accordé, puis lors d'une réunion, c'est de dénoncer des choses, mais de le faire d'une manière ferme, puis avec respect, puis avec justesse, puis tu dis ça va déranger, mais il faut le dire, ça se peut pas qu'on dérape, puis c'est ça, c'est pas toujours évident. C'est un des mêmes premiers contacts avec le collectif
des Laurentides. Et par la suite, même après que le groupe d'appui n'existait plus, j'ai maintenu un contact avec le collectif. C'était les personnes, mais aussi c'était la démarche que je trouvais tellement impressionnante, tellement inspirant. Puis Montréal, puis Saint-Jérôme, les Laurentides, c'est pas si loin, ça se voyage, comme aujourd'hui ça se voyage bien. Et j'ai maintenu un contact. Et c'est quand même vraiment impressionnant comment le monde n'a pas lâché. On dit non, on va continuer, on va se donner une structure, on va se donner un nom. Donc le collectif n'était pas encore incorporé, mais il s'est donné un nom. Ils se sont organisés, ils ont continué à faire des rencontres. Et ce n'est pas le cas dans toutes les régions. Quand on regarde en 2000, 2001, dans ce moment-là, je pense que c'est par la suite qu'il y a eu des mobilisations. Mais quand on a fait la tournée dans différentes régions, la dynamique et la situation était très, très, très différente. Il y avait des régions que ça faisait 2 ans. Il n'y avait pas de rencontre régionale. Les régies régionales n'avaient aucune activité pour rassembler l'ensemble des acteurs. Donc, il y avait comme un genre de silence, un genre de non-concertation. Puis quand le groupe d'appui a dit « ben non, on veut entendre le monde », mais ça a forcé à mobiliser du monde. Puis je pense que ça a donné un peu d'espoir aussi par la suite. Puis de dire, ouais, OK, dans le passé, on a parlé de qu'est-ce qui se passe dans notre région, mais pourquoi cette fois-ci qui nous fait croire, vous autres, là, qu'est-ce qui va changer par la suite, là? Puis c'était comme vraiment, tu sais, une excellente attitude à dire, oui, 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 qu'est-ce qui va être différent cette fois-là, puis c'est quoi l'engagement vous allez prendre, vous autres? Est-ce que vous allez visiter, prendre nos paroles, puis ensuite on n'entend plus parler de rien? Qu'est-ce que ça va changer, là? Je pense la mobilisation des personnes dans les régions, ça a aidé à soutenir, puis de faire reconnaître l'importance dans chacune des régions. Il faut avoir les conditions qui permettent les personnes à se réunir, à se former, à s'informer, mais aussi porter une parole collective, échanger, puis participer aussi. Je pense dans certaines régions, ça a fait vraiment réaliser des écarts en termes des budgets. Demande, tu sais, pourquoi il manque des ressources? Bien, il n'y a pas des budgets, premièrement. Puis, donc, il y a des iniquités entre les régions. Donc, il y a eu un travail qui était fait à dire, OK, comment corriger ça? Parce que ça n'a pas d'allure qu'on laisse ça, qu'il y a des régions qui vraiment n'ont pas les ressources nécessaires. Donc, c'est ça. Mais je trouvais comme importante lors des tournées que le monde disait, oui, donnez-nous vraiment quelque chose de concret pour croire que ça vaut la peine de vous parler, que ça va donner, ça va porter fruit à quelque chose. Donc, je pense que c'était un engagement qui a été pris. Donc, ça m'a vraiment, comment dire, je sais que les membres du groupe d'appui ont dit qu'ils étaient transformés par ce travail-là, par les rencontres, les tournées. Moi, je pense que j'ai été un peu transformée dans le sens de réaliser à quel point c'est possible, quand il y a des alliés, quand il y a une solidarité, de faire avancer des choses malgré des changements de gouvernement. Donc, en tout cas, la tournée du groupe d'appui était, je pense, la première occasion, au-delà des individus, mais vraiment de connaître la démarche dans la région des Laurentides, puis son émergence qui devenait peu après le collectif, puis de maintenir un contact. Puis j'étais vraiment touchée par une invitation, je pense que c'était en 2004, à peu près dans le même temps, c'était en 2004, je pense que c'était peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était dans la même année qu'on lançait le guide. Le guide était lancé au mois de mai 2004. Et on m'a invité de présider sur l'Assemblée de fondation. Donc, l'incorporation, il y avait une incorporation, il y avait les lettres patentes, et c'était vraiment formellement une Assemblée générale pour la fondation, en bonne et due forme, avec le nom collectif en santé mentale des Laurentides, si je ne me trompe pas, c'est ça.
Alors, c'est ça. Donc, c'était un grand plaisir puis un grand honneur aussi. Donc, ce serait ma conclusion sur l'histoire que j'ai à raconter en lien avec l'histoire du collectif.